là, la machine démarre, chose que j'avais pas vécue encore, là, ça décolle, ça s'arrête pas, ça grossit extrêmement vite, extrêmement fort. On a fait des ventes dès le premier jour et on a vraiment eu les croissances 2 voire 3 chiffres pendant les premières années. Alors sur une commande de 10 000 €. Il regarde et il voit que c'est Kim Kardashian. Et à l'époque, lui et moi, on ne savait rien. Et il va sur Google et puis il voit Beverly Hills, ça fait oh là là, ça c'est encore quelqu'un qui fait n'importe quoi. Et là il blacklist la commande. Et puis je sais pas par qui de conscience, il envoie un mail, finalement c'était Kim Kardashian. Tout à fait. Je leur dis qu'on est bien allé sur la Lune, que si on a réussi à aller sur la Lune, on devrait y arriver. Je suis Pierre L'Hospitalier, cofondateur de Kaibi, société spécialisée dans le digital et le développement applicatif. Ces 15 dernières années, j'ai eu la chance de rencontrer de nombreux CTOs et talents du monde de l'IT qui le sont devenus. Aujourd'hui, je leur donne la parole et ils nous donnent leur vision. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Alexandre Cognard, qui est le cofondateur et le CTO de Ariani. Merci Alexandre d'avoir accepté l'invitation et d'être venu jusqu'ici. Merci Pierre, voilà. Merci pour l'invitation. Et d'enregistrer dans des conditions un peu apocalyptiques. On est 6 heures après la tempête et il y a une inondation dans la salle. Un petit dégât des eaux, mais de rien. J'espère que ça ne va pas affecter le son, mais a priori on est pas mal, quoi. Oh, ça pue l'air de souffler, ça pue l'air de pleuvoir. Je pense qu'on est bon. Il y a toujours un toit, tout va bien. Bon, en tous les cas, merci. Écoute, ce que je vais te demander, c'est peut-être de te présenter rapidement et quelques étapes importantes de ton parcours. Et ce qui va, je pense, nous marquer, c'est que tu as toujours été entrepreneur, en fait. Eh oui, j'ai eu cette chance. Alors, j'ai 42 ans. J'ai 2 enfants. Je viens de déménager à Montpellier. J'ai quitté la grisaille parisienne pour partir au soleil. Oui, j'entreprends depuis toujours. Donc j'ai eu la chance de pouvoir faire une école d'ingénieur qui était l'ESIA, où il y avait une junior entreprise et qui était très portée sur l'entrepreneuriat. Donc très vite, on a eu quelque part des modèles, que ce soit des anciens élèves ou quelque part des structures qui nous permettaient de le faire. C'est-à-dire que typiquement, on avait le droit de faire nos stages dans nos propres entreprises. Et par ce biais-là, il s'est trouvé que, par sérendipité, j'ai pu rencontrer des personnes qui ont voulu entreprendre avec moi. Et puis ça s'est enchaîné comme ça, donc dès l'école. T'étais en junior entreprise, toi? Ouais, alors j'ai commencé à faire quelques missions en junior entreprise. Donc là, on pourrait dire que c'était une mission freelance, quand même. Ouais. Et puis jusqu'à une mission où j'ai fait un devis comme je pouvais faire. Et puis la personne qui demandait... je lui dis, mais est-ce que vous n'êtes pas ouvert à ce qu'on s'associe, parce que finalement, ça m'intéresserait. Là, on était quoi? T'as demandé ça? Ouais, j'ai demandé ça. Je t'ai demandé ça. C'est au culot, quoi. Oh. Ouais, non, il faut tenter les choses, ouais. Dans la vie, si on obtient. Et puis, non, c'est surtout que, j'ai quoi? Je dois avoir 19 ans, 20 ans, un truc comme ça. Je suis encore chez papa-maman. Enfin, j'ai aucune contrainte, pas de famille, pas de contrainte financière. Donc, finalement, le revenu de mes quelques missions, c'était... j'avais vu que je pouvais gagner de l'argent comme ça, c'était une chose, mais finalement, m'investir de façon plus importante dans un projet, c'est quelque chose que je voulais voir. Après, à côté, il y avait aussi, on est pile poil, je crois qu'on est juste avant la bulle Internet de 2001-2002. Donc, un peu de folie, d'envie, en se disant, on va profiter de ça. Il y a tout qui marche, quoi. Voilà, mais bref, on se dit qu'il faut tenter, c'est l'occasion, on n'a pas grand-chose à rater, et enfin risquer. Et oui... Parce que ce que je dis souvent, c'est que finalement, il y a quand même, on peut entreprendre tout le temps dans sa vie, mais il y a quand même des moments où c'est plus ou moins facile. C'est-à-dire que quand on est habitué à un salaire, qu'on a des charges, qu'on a une famille, qu'on a des enfants, tout plaquer pour partir, ça peut être un peu compliqué, un peu risqué. Quand on est au tout début et qu'on est juste étudiant, finalement, on risque rien. Parce qu'au pire, on aura pris de l'expérience et puis après, on pourra retourner faire ce salarié classiquement. Et après, c'est plus tard, c'est quand les enfants ils sont plus grands. Alors, tous les modèles existent, mais je pense qu'il y a quand même des phases où c'est plus simple, quoi. Les contraintes financières font que on peut y aller, le risque, on peut se le permettre. Mais des fois, c'est plus facile d'entreprendre avec un peu d'assises financières aussi, quoi. Alors oui, même si je pense qu'aujourd'hui, en tout cas sur Internet, on n'a pas besoin de grand-chose de plus qu'un ordinateur. Et alors, un peu de compétences, la volonté, du temps, de l'énergie. Mais ce que je veux dire, c'est que, je sais pas, si on compare à un boulanger, par exemple, il va falloir qu'il prenne son local, il va falloir qu'il prenne des machines, qu'il fasse un emprunt, etc., etc.
voilà, une startup sur Internet, si c'est du pur numérique, eh ben, on va construire une plateforme, on va digitaliser, etc. Et puis ça va pouvoir démarrer. Puis après, en fonction de ce qui va se passer, on pourrait éventuellement lever En des fonds. fonction de l'attraction ou pas. C'est ça. Ouais. Et non, ce que je dis souvent, c'est que on prend des risques très très limités. En fait, c'est-à-dire que j'ai pas mis des centaines de milliers d'euros au démarrage pour faire des choses. Alors après, il y a des projets qui nécessitent beaucoup plus de capital, ça c'est une certitude. Mais en tout cas, on peut entreprendre sur Internet avec Avec très pas très peu de grand-chose. moyens. Ouais. Et puis finalement, avec la candeur de la jeunesse, je dirais. C'est-à-dire que on peut y aller, et puis on verra bien ce qui se passe. On a du temps à l'infini, je dirais, le soir, le week-end, même la journée pendant les cours, on va dire. Et puis voilà, et puis finalement, c'est quand même assez valorisé parce que plutôt que d'aller faire la fête ou je sais pas quoi, eh ben, on va apprendre de l'expérience, découvrir des choses, et puis ça ne fera que servir dans la durée, que ce soit dans la suite de ces aventures entrepreneuriales ou euh, pour aller travailler plus classiquement en tant que salarié. Et alors, du coup, cette première aventure, ça fonctionne. C'était quoi? Alors, la première, elle s'appelait Fair Disclosure Management. C'était une société qui souhaitait... on va faire un petit raccourci parce qu'elle a pivoté plusieurs fois. On va dire qu'à la fin, c'était pour adresser le marché des sociétés cotées qui souhaitent communiquer auprès de leurs actionnaires individuels. Parce qu'il faut savoir que ces sociétés cotées, elles ont deux types d'investisseurs. Elles ont des investisseurs institutionnels, donc des gens, des sociétés professionnelles où tout est extrêmement calibré, et donc il y a des rendez-vous réguliers avec les directeurs financiers, directeurs actionnaires, ce genre de choses. Puis à côté de ça, il y a tous les particuliers qui peuvent investir en bourse. Et puis là, il n'y avait pas forcément de passerelle ou de canaux directs entre l'entreprise et puis ces particuliers. Et puis là, il faut voir qu'on est vraiment au tout début d'Internet, donc je pense que ce que je raconte là est plus du tout valable aujourd'hui. Mais en 2000, c'était quand Le même... monde a changé. Ouais, c'était comme ça. Et du coup, on se dit, on va construire une plateforme permettant à ces sociétés de gérer ça. Donc, très simplement, à la fin, ça revient à du CRM, sauf qu'au lieu de mettre des données de clients, on va mettre des données d'actionnaires. Et puis, on va trouver des manières intelligentes pour ces sociétés pour communiquer avec elles, que ce soit par courrier, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de mail partout, en tout cas. Et puis, les actionnaires étaient plutôt des personnes âgées, même si là, depuis post-Covid, les choses ont beaucoup changé. Mais voilà, et typiquement, on avait un truc rigolo, c'est que il faut savoir qu'une société cotée, elle n'a pas accès à la liste de ses actionnaires en temps réel. C'est-à-dire que, je sais pas, je m'appelle Orange, je veux pouvoir envoyer un courrier à tous mes actionnaires. Ah ouais, Je ne peux pas. il y a 10 000 personnes Orange ça change de main tous les jours, quoi. C'est ça. Et donc, elle doit déclencher une demande qui s'appelle un TPI, si je dis pas de bêtises, c'est titre au porteur identifié. Et donc là, elle lance une requête auprès de toutes les banques du monde pour dire donnez-moi la liste de vos actionnaires. Donc là, il faut payer je sais pas, entre 50 centimes ou 1 euro, 2 euros à l'époque. Oh. Donc t'imagines bien qu'elles font pas ça tous les jours. Non, ouais. Et puis là, on recevait des fichiers non structurés. Et puis le truc, c'est que si quelqu'un est actionnaire dans une banque et puis dans une autre, il apparaît deux fois dans le fichier. Enfin bref, c'était bazar. Donc typiquement, une des prestations était d'arriver à rendre tout ça propre et d'arriver à le rentrer dans des bases pour pouvoir ensuite les requêter et pour pouvoir faire la gestion de relations avec ces personnes-là, pour ensuite les inviter à des événements, leur envoyer de la communication, et ce genre de choses. Alors il se trouve que, dans la réalité, les sociétés qui peuvent se permettre d'acheter des outils pour gérer les actionnaires individuels, il n'y en a pas tant que ça, parce que des sociétés cotées, il y en a peu finalement, surtout si on prend en France. Puis celles qui ont vraiment les moyens, finalement, ça serait dû aux sociétés du CAC 40. On peut peut-être aller chercher jusqu'au... 250, mais... Ouais, voilà, mais c'est à peu près tout. Et donc voilà. Et puis là, c'était le début. Je suis associé avec un monsieur qui est relativement âgé, donc on n'a pas forcément tous les codes. Bon, bref, on découvre tout ça. Puis là, je fais un peu tous les métiers, que ce soit conception de la plateforme, mais également la formation des utilisateurs, l'utilisation de la plateforme en direct, le support et tous ces aspects-là. Donc je fais plein de casquettes différentes. Je travaille la journée, la nuit, en parallèle des cours, etc. Puis je mets mon costume et puis je vais dans les bâtiments à la Défense à 19 ans pour essayer de vendre mes histoires. Alors pour le coup, je m'occupais pas de la partie commerciale, mais voilà, une très bonne expérience. Tu venais quand même en avant-vente. Je venais en avant-vente et puis il fallait raconter tout ça. Et puis on était vraiment au tout début, donc quelque part, on appelait ça on appelait même pas ça du SaaS à l'époque, mais c'était le modèle du SaaS, c'est-à-dire une plateforme sur Internet qu'on louait et qui permettait d'accéder à ces outils-là. Donc on était vraiment au tout début de tout ça. Et puis il faut imaginer que les services actionnaires, et spécialement
actionnaires individuels, c'était c'était des tout petits bouts de l'organisation, c'est-à-dire que c'était des équipes de 1, 2 ou 3 personnes. Et du coup, voilà, on venait pour leur proposer des outils supplémentaires. Et puis, ils découvraient tout ça, quoi. Juste une petite aparté, tu as dit je m'étais associé avec une personne âgée. Bon, alors déjà, quand on a 19 ans, peut-être qu'âgé c'est 40, mais. Non, pour le coup, il avait 55 ans. Mais du coup, dans tes aventures ensuite, je pense que tu as dû avoir des associés qui étaient plutôt dans des tranches d'âge peut-être un peu plus identiques. Enfin, ça a apporté quoi? Ça a amené quelle facilité, quelle difficulté c'est pas si fréquent d'entendre ça. Non, mais après, déjà, c'était l'opportunité. C'est-à-dire que là, c'était quelqu'un qui avait envie d'entreprendre là-dedans, qui avait un ancien entrepreneur, qui avait du capital, qui avait des moyens pour pouvoir lancer cette aventure. Et donc, j'avais répondu dans le cadre de la junior entreprise. Et quelque part, je me suis dit, pourquoi pas complémentarité de talent entre quelqu'un qui a déjà toute une carrière et puis une expérience, et puis moi qui suis finalement jeune, et puis newbie. mais en même temps, on va dire expert d'internet qui était vraiment au balbutiement, donc il n'y avait pas d'expertise aujourd'hui, mais à ce moment-là, si on savait produire un site dynamique ou une plateforme, finalement on était déjà capable de le faire. Donc cette complémentarité, je me suis dit tiens, allons-y, on va voir ce que ça donne. Puis finalement, j'avais aucun recul sur ce que c'était que l'entrepreneuriat, qu'est-ce qu'il fallait faire, etc. Et c'était vraiment l'idée de faire une première aventure. Et voilà, et puis de toute façon, je me disais que je risquais rien du tout, il se passerait ce qui se passerait. Voilà, et puis à ce moment-là, c'était là où on avait des sociétés comme Multimania qui entraient en bourse et qui faisaient des multiples incroyables. Et puis je me voyais déjà à la retraite, mais bon, c'est pas arrivé, si je te parle aujourd'hui. Mais voilà, donc voilà, une première expérience. Le jour où tu es multimillionnaire, tu parles plus? Ah si, je pourrais parler, mais peut-être pas de la même manière. Non, mais tu m'inviteras pas en tant que CTO ou ce genre de choses. En tant que rentier. On verra ça. Bon, on n'y est pas en tout cas. Et puis si, justement, du coup, un an après, en fait, à l'époque, je faisais aussi beaucoup de jeux vidéo. J'ai aussi découvert que je ne serais jamais un pro gamer. Bon, j'étais bon sans être bon, et du coup, c'était pas une carrière qui allait pouvoir me porter. Et en même temps, c'était le début des LAN et ce genre de choses, donc j'avais une petite assoce dans ma ville natale à Rueil-Malmaison, et on faisait des LAN entre nous. Et puis, il commençait à y avoir des gros événements qui se produisaient en France, et puis on s'est dit, tiens, organisons un événement de ce type-là. Donc on allait voir la mairie, est-ce que vous nous prêtez un gymnase? Est-ce que vous nous donnez un peu de sous? Oui, pas de problème. Donc là, on a... Enfin, moi, j'ai pas compris, en fait. J'ai pas compris pourquoi ils nous offraient tout ça, mais on a sauté sur l'occasion. T'as dit d'accord. Et puis, on a organisé une énorme LAN de 400 personnes à Réveil. Et pour le coup, on s'est dit, on n'a jamais fait ça, on va quand même essayer de trouver des professionnels pour nous aider à cadrer tout ça. On trouve une entreprise qui nous aide à organiser, à monter le réseau, à organiser la compétition et ce genre de choses. Et j'ai trouvé que l'alchimie a bien prise, qu'ils avaient envie de, on va dire, spin-off dans leur entreprise. Et du coup, on s'est associés ensemble. Et puis, on a démarré une nouvelle structure tous ensemble. Donc là, à l'époque, je suis quand même étudiant. C'est la première entreprise, la deuxième. Bref, j'ai pas beaucoup de temps pour faire la fête. Et je suis très à travailler nuit et jour. Je sèche pas mal de cours. Je travaille le week-end. Et puis voilà, on se lance dans une entreprise d'organisation de compétition e-sport sous forme de LAN, donc de grands rassemblements. Et à l'époque, alors peut-être pour les plus anciens et ceux qui sont experts de jeux vidéo, il y avait un grand événement qui s'appelait la LAN Arena. Nous, on était l'outsider qui s'appelait Pro Gamer Cup. Et c'était un réseau de LAN partout en France, où on organisait des compétitions entre 200 et 400 personnes sur des jeux vidéo type Counter-Strike, Quake et Warcraft 3 à l'époque. Et puis où toutes les équipes venaient gagner des points, et puis on a fait une finale au Parc des Princes qu'on avait privatisé pour l'occasion. Donc des très très bons souvenirs, et moi je m'occupais de toute la partie technique, logicielle, on va dire, non pas la partie réseau, là-dessus c'était plutôt un associé, mais vraiment construire tous les outils qui permettent de faire que tout ça soit fluide et que ça marche bien, depuis l'inscription avant l'événement, l'arrivée des joueurs, l'inscription sur les différentes compétitions, les arbres et ce genre de choses, pour que tout soit le plus fluide. Et mine de rien, c'était pas une mince affaire, parce qu'il y avait beaucoup de gens qui organisaient ça de façon plus ou moins amateur, et puis souvent ça se terminait dans la nuit du dimanche au lundi à 4h du matin. Il faut bien imaginer que les gens qui traversent toute la France pour se retrouver à Marseille, travailler à Paris, et puis terminent dans la nuit de dimanche à lundi à 4h du matin, ça marche pas. Et donc nous, c'était l'objectif de faire les choses extrêmement carrées, donc ça marchait plutôt bien.
Il se trouve que ça s'est arrêté un peu abruptement pour des questions, on va dire, externes. C'est-à-dire que notre business model, c'était du marketing. C'est-à-dire que les sociétés, type constructeurs de matériel ou éditeurs de jeux vidéo, nous sponsorisaient. C'est-à-dire qu'on mettait des affiches, ils étaient affichés partout. Et c'était notre modèle. Et donc on a été vu comme du marketing alternatif. Donc on va dire que ces acteurs-là, d'habitude, ils font la publicité dans des magazines. Donc c'est le truc classique. Et puis ils font quelques tentatives sur des choses un petit peu différentes. Et puis pile poil à ce moment-là, guerre en Irak qui se déclare. Et puis du coup à ce moment-là, tous ces budgets-là sont gelés. Et du coup, là, À cause de quoi, tu dis? La guerre en Irak. C'est-à-dire que... Ça a été un marqueur? Oui, mais comme on a régulièrement, c'est-à-dire que Covid, d'un coup, toutes les choses s'arrêtent. Guerre en Ukraine, les choses se tendent. Voilà, c'est des choses comme ça. C'est-à-dire que l'économie s'arrête pas, mais c'est-à-dire que pour ces acteurs-là, on était dans une case marketing alternatif. Ouais, il n'y a plus de budget sur les du premiers budgets qui sautent. Ok. Premier budget qui saute, et du coup, on se retrouve là, mince, qu'est-ce qu'on fait? Puis bon, on a pivoté plusieurs fois, on s'est transformé finalement en une agence événementielle technique et une web agency. Il se trouve que moi, j'ai pris la tête de la web agency. Et puis après quelques années, c'était il y a longtemps, on a splitté les deux entreprises. Et puis je me suis retrouvé avec mon agence à voix, avec un de mes associés. Et puis l'agence événementielle technique, elle a continué, elle existe toujours, ça s'appelle Réseau Local. Et moi de notre côté, l'agence web, c'était RL Agency avec mon associé, on va dire de toujours, Christian Georges, parce qu'on a entrepris plein de choses ensemble après. Et voilà. Donc finalement, de fil en aiguille, les choses continuent comme ça, et on se retrouve à entreprendre. Une fois qu'on est parti, qu'on a goûté à ça, on s'arrête plus comme. Et tu parles de Christian Georges, tu as entrepris la page suivante avec lui? Alors donc il nous a rejoint un Réseau Local. C'est avec lui que donc on a coupé l'entreprise en deux, et avec lui on a monté Real Agency, donc une agence web qu'on a incubée dans mon appartement pour qu'on repartait à zéro, etc. Donc on a fait tout ça. Et là donc on faisait finalement des sites web, la plupart du temps des sites e-commerce un peu particuliers, c'est-à-dire qu'il commençait à y avoir des frameworks permettant type PrestaShop ou différents frameworks type Magento qui permettaient de fabriquer des solutions e-commerce. Mais dès qu'il y avait des demandes un peu particulières, ça marchait plus bien. On avait développé un framework e-commerce très versatile et on récupérait des demandes assez originales de sites e-commerce. Donc on en a développé un certain nombre. Original comme quoi? Tu as des exemples? Ouais, j'ai des exemples. Alors on en avait un, c'était quelqu'un qui avait pris des terres agricoles. Très bien choisi, avec une implémentation particulière pour pouvoir mettre des chênes truffiers. Donc il faut savoir que la truffe, normalement, c'est quelque chose qui ne se cultive pas. Et donc il avait trouvé des gens à l'INRIA, etc., pour trouver le bon endroit, pour pouvoir mycorhizer les chênes, etc. Et du coup, un site e-commerce où on te proposait d'acheter la future récolte d'une partie du nombre de chênes que tu aurais acheté. Donc c'est-à-dire que si tu avais un champ avec 100 chênes, tu achetais un chêne et tu aurais le droit à 1% de la production. Et donc la production des truffes associées. Et donc il y avait un concept en fonction de quel millésime t'achetais, t'allais avoir plus ou moins de... Enfin parce que tu peux les acheter soit 4, parce qu'il faut attendre 4-5 ans avant qu'il se passe éventuellement quelque chose. Donc tu les achetais, et puis en fait le prix du millésime augmentait avec le temps et ce genre de choses. Donc ces business-là rentraient pas forcément dans les sites e-commerce. C'est un peu particulier, ouais. Voilà, attends, qu'est-ce qu'on a eu d'autre? On avait eu un truc avec un réseau de golf où tu pouvais acheter je connais rien en golf, mais des green fees, donc c'est-à-dire que tu pouvais acheter des cartes pour pouvoir accéder à différents golfs, mais en fonction de type de golf et la quantité, ça faisait des choses assez particulières sur la typologie des produits que tu achetais. Donc en fait, c'est pas des produits bêtes et méchants, c'est pas une paire de chaussettes que tu achètes et que tu reçois dans ta boîte aux lettres. Et voilà, donc vraiment des projets de ce type-là. Alors après, des projets e-commerce aussi un peu plus classiques, mais où finalement on était capable de les adresser assez rapidement et de façon intelligente. Et un auquel je pense, une société de paintball qui avait à la fois un magasin et à la fois un terrain. Ils sont passés par nous et en mode les gars, je vous fais 100% confiance, vous êtes des experts, allez-y. Et ça a extrêmement bien marché, donc lui il a démultiplié par 3 ou 4 ou 5 son chiffre d'affaires. Et du coup je me suis dit mince, les gens qui ont un business, quand on leur fait une plateforme internet qui marche bien, ça peut faire des étincelles. Et là, je me suis dit, mais
Est-ce qu'on va faire ça toute notre vie, d'être les maçons pour les autres? Et j'avais vraiment envie d'entreprendre pour moi, donc je parle à mon associé, il me dit ah, t'es sûr, attends, on est bien là où on est, ça marche bien, etc. Non mais vas-y, prenons un peu plus de risques et ce genre de choses. Et puis c'était également l'époque de, je sais pas, Twitter, Facebook, il levait des fonds dans tous les sens, et puis je sais pas, il y avait un côté qui m'attirait là-dedans d'avoir des moyens pour faire je sais pas, des business qui sont transformants, qui sont mondiaux, et qui transforment la société en fait. Mais pas, il n'y avait pas forcément le thème, mais c'était plutôt de se dire, on va faire quelque chose qui impacte le monde. Il me fait ok, allons-y. Donc là, on se fait une liste d'idées. Donc on avait, je sais pas, 10, 15, 20, 30 idées. On en parle autour de nous. Et en fait, on se dit qu'on n'a pas les épaules pour faire ça tout seul. C'est-à-dire que. Vous aviez eu 30 idées. Enfin, ouais, les idées, c'était pas ce qui manquait, quoi. Je pense que les idées, c'est pas très dur à trouver. Souvent, il y a des gens qui veulent pas parler de leurs idées, etc. C'est bien de les tester quand même. Oui, bien sûr, bien sûr. Mais ce que je veux dire, c'est que. Il y a des gens qui vont dire non, je peux pas te parler de mon idée de business, que tu vas me la voler, etc. Enfin, dans la réalité, les gens ils sont tous très occupés, donc ils n'ont pas le temps de s'amuser à copier les idées des autres, premièrement. Et deuxièmement, entre une idée et la façon dont tu vas l'exécuter, il va y avoir 1000 manières de le faire. La preuve, pour Vestiaire Collective, il y avait trois projets, on va dire, sur la même thématique, exécutés de façon complètement différente. Donc il n'y a pas de risque là-dessus. Donc des idées, pour moi, je pense qu'il y en a plein. Après, il y en a des plus ou moins bonnes, des plus ou moins bien. Et puis forcément, c'est en fonction de comment on les exécute. Et du coup, on se dit que voilà, il y a des gens qui lèvent des fonds, mais on ne sait même pas par quel bout le prendre, on ne sait pas quoi faire, etc. Bref, on n'a pas les compétences. Et on se dit plutôt, on va en parler autour de nous, on va essayer de rencontrer du monde, d'élargir tout ça, d'apprendre. Puis sur le chemin, on rencontrera peut-être d'autres personnes qui sont un peu dans le même état d'esprit que nous, mais qui auront des compétences complémentaires et ce genre de choses. Et donc sur ce chemin, on rencontre Sébastien Fabre, qui était un peu dans la même démarche que nous, sauf que lui, il a fait finalement les compétences plus commerciales et levée de fonds, mais pas les compétences plus techniques, plateforme design, enfin les compétences, on va dire, de création de plateforme. Lui aussi a 10, 15, 20 idées. Et donc on se rencontre, on se drague un petit peu, on scanne nos idées. À l'époque, il y avait déjà l'idée de Vestiaire Collective qui s'appelait Vestiaire de Copines à l'époque. Et c'était le petit nom avant lancement, quoi. Enfin, le petit nom embryonnaire à l'idée, quoi. Ouais, mais c'est trouvé que ça s'est appelé Vestiaire de Copines pendant très longtemps. Jusqu'à ce mais oui, c'est vrai, ouais. Jusqu'à ce qu'on décide de dire à l'international ça marche pas, donc il va falloir changer de nom. Et on pourra en parler si tu veux. Mais non, on a lancé ce projet-là avec ce nom-là. Mais là, c'est un peu plus tard quand même. Et donc, nous, on lui dit, ce projet-là nous intéresse pas mal. Lui dit, ouais, mais en fait, je préfère faire autre chose. Bref, on n'avance pas. Il se passe 6 mois. Et finalement, cette autre chose n'a pas marché. Nous, on lui dit toujours qu'on est bien motivé là-dessus. Et puis, il nous dit également qu'il a 2 autres associés potentiels qui seraient bien complémentaires dans l'idée. Ce que je dis souvent, c'est que finalement, on a construit quelque part une équipe de cofondateurs avec des compétences pluridisciplinaires et que avec ce groupe de personnes-là, ce projet-là matche bien. C'est-à-dire que je pense que en fonction de l'idée, il faut avoir les bons profils pour pouvoir l'exécuter et c'est pas n'importe quelle équipe qui peut exécuter n'importe quel projet. Vous étiez combien ? Là, au tout démarrage, on était 5. Donc il y avait Sébastien Fabre qui était vraiment... qui avait la vision et puis la capacité de délivrer tout ce qui était levée de fonds et puis la structuration d'entreprise. On avait Sophie Arsan qui était experte de la mode, Enrique Fernandez qui venait de la logistique et déjà sur une plateforme internet, moi qui étais plutôt dans la technique pure, CTO, et puis Christian Georges, mon associé historique, avec qui faisait plutôt le design et puis je dirais la gestion de projet. Et donc on démarre là-dessus. Sur le chemin, on rencontre Fanny Arsan qui était en train de lancer exactement le même projet. Puis on lui dit, en fait, rejoins-nous, tu as les compétences marketing, plutôt qu'on se fasse la guerre, on va y aller ensemble. Puis voilà, puis on met 1 an à incuber le projet. Donc là, nous, moi et Christian, on est toujours dans notre agence à ce moment-là. C'est-à-dire que l'idée était, on va incuber techniquement des projets, et puis l'idée, c'est d'en faire plusieurs comme ça, et puis après, on aura une agence, à l'époque, ça n'existait pas encore, mais on va dire un startup studio ou quelque chose comme ça. Ça démarre, donc là, nous on travaille encore part-time entre nos clients rémunérés classiquement et
vestiaire de copine à l'époque. Les choses démarrent. On attend une première levée de fonds près de Business Angel. Donc à l'époque, c'était des choses pas très classiques en France. T'es quelle année là? Là, on est en 2008. Ah oui, puis t'es sorti de Lehman Brothers, tout ça, quoi. Exactement, on est pile poil au moment de la crise. Ce qui fait que d'ailleurs le modèle de vestiaire de copine marche bien parce que finalement il y a de la valeur qui est stockée dans les placards de beaucoup de femmes, je vais dire. Parce que même si le site s'adresse aux hommes et aux femmes, il y a quand même plutôt les femmes qui ont tendance à acheter beaucoup et parfois à stocker dans les placards et pas utiliser. Et d'accord, l'idée de départ c'était vraiment ça, c'était de se dire que il y avait des produits à forte valeur dans les placards, qu'il n'y avait aucun endroit sur Internet pour les vendre, c'est-à-dire que eBay n'était pas considéré comme une plateforme sûre, c'est-à-dire que, étant donné que c'est des produits sujets à contrefaçon, eh bien, vous ne pouvez pas vendre un sac Hermès de luxe dessus, par exemple. Et sinon, c'était les... qu'on appelait ça, je sais pas si c'était les vide dressing, enfin bon, bref, les boutiques les boutiques de dépôt-vente, où là, il y avait des marges incroyables, c'est-à-dire qu'on déposait son produit, puis il était vendu 2 fois plus cher d'occasion, donc forcément, les vendeurs touchaient pas grand-chose. Et en fait, on se dit que il y a un gisement quelque part sur Internet là-dessus, c'est-à-dire qu'on peut proposer une offre pour permettre à toutes ces vendeuses de proposer des articles, de faire un modèle intelligent pour garantir que les produits ne sont pas contrefaits et de créer une place de marché là-dessus. Donc, d'abord, on construit toute la plateforme. Mes associés, moi, j'avais pas tellement de réseau là-dedans, mais dans leurs copains, on récupère 3000 produits, qu'on prend en photo, qu'on détourne, qu'on met en ligne, etc., etc. Et puis, on décide de lancer le site web. Et donc là, on était pile poil une première levée avec des business angels, et puis ça tarde à venir. Et on se dit, c'est pas grave, on a la plateforme, on a le site, on a le moyen de paiement, allons-y, on verra bien ce qui se passe, lançons-le. On lance, les premières commandes arrivent, finalement ça rassure les business angels, et puis on a le premier tour de financement. Et puis là, la machine démarre. Et puis là, alors, chose que j'avais pas vécue encore, là, ça décolle, ça s'arrête pas. Et puis ça s'est pas arrêté pendant. D'ailleurs, ça doit toujours pas s'arrêter, je pense. Mais ça a grossi extrêmement vite, extrêmement fort. Et du coup, j'ai découvert. Il y a eu une traction directe, quoi. On a fait des ventes dès le premier jour, et puis limite, je simplifie, mais quasiment d'un jour sur l'autre, c'était en permanence supérieure. Alors forcément, au bout de quelques années, il y a eu du phasing, de saisonnalité, ce genre de choses, mais on a vraiment eu les croissances à 2 voire 3 chiffres pendant les premières années. C'était assez incroyable. Et du coup, avec une hyper croissance, c'est-à-dire que on a des problèmes de riches. C'est-à-dire que voilà, je me rappelle très bien, on a fait l'émission Capital en 2011. Ça, c'est un petit coup de boost, ça. Oui, mais à l'époque, on n'avait pas encore toutes les solutions cloud qui existaient, ou en tout cas, nous, on était hébergés nous-mêmes avec nos propres serveurs qu'on avait achetés, etc. Tu veux dire que comme tout le monde, ton site a pété le soir de l'émission? Oui. Oui. Et pourtant, on avait anticipé, hein. On avait acheté très cher des tests de charge, ça tenait 20 000 utilisateurs, alors qu'on en avait peut-être, je sais pas, 100 simultanés en vitesse de pointe. Et je me rappelle, il y a le logo qui est apparu sur M6. Et puis, écran noir. Et puis, si on a vu Google Analytics, il y a eu marqué 70 000 personnes, et puis après, ça s'est arrêté. 70 000 d'un coup. Et ça s'est arrêté. Donc, on ne sait pas combien on avait eu. Après, on avait quand même un peu préparé les choses, c'est-à-dire qu'on avait prévu un fallback, c'est-à-dire que si le site explosait, ça tombait sur un site statique bête et méchant, où il y avait vraiment zéro technique derrière, pas de PHP, rien du tout, qui nous permettait de collecter des mails. Et je crois qu'on en a collecté 250 000. Ah ouais. Et tu passais pas par... vous avez des solutions de CDN, j'imagine Ouais, on avait branché Akamai à ce moment-là. Mais bon, le truc, c'est que l'origine, donc le site web en lui-même, était quand même très dynamique, base de données, etc. Donc on n'avait pas fait encore à ce moment-là tous les efforts d'abstraction et de surcouche statique. On avait quand même fait pas mal de choses. On pensait que ça allait suffire. Ça n'a pas suffi. Pendant longtemps, Capital était considérée comme tueuse de sites internet, ça marchait pas mal. Mais bon, si on avait des bons dispositifs pour quand même pas perdre toute l'audience, ça marchait pas mal. Et d'ailleurs, donc on a collecté énormément de mails, ce qui nous a permis de profiter de tout ça. Et ce qui est fou, c'est que pendant 48 heures, le site a eu le OK un paquet de fois. C'est-à-dire que malgré que l'émission était terminée, ça avait fait tellement de bruit que les gens sont venus. Et en fait, on a fait x2 de chiffre d'affaires du jour au lendemain. Et donc quand tu fais x2 de chiffre d'affaires du jour au lendemain sur une plateforme comme celle-ci,
C'est-à-dire qu'on reçoit 2 fois plus de produits, on a 2 fois plus de produits à traiter, 2 fois plus de produits à envoyer. Sur la supply, c'est tout de suite, c'est déjà un bazar à gérer. C'est ça, et le modèle de vestiaire, c'était de réceptionner tous les produits physiquement, de vérifier s'ils sont vrais, s'ils sont dans l'état annoncé, et puis de les repackager, de les renvoyer. Donc là, il y a beaucoup de manœuvres, c'est-à-dire que c'est pas comme le Bon Coin où c'est le vendeur qui envoie directement à l'acheteur, où finalement ça peut scale à l'infini sans... Là, vous étiez un peu le vrai tiers de confiance, quoi. C'est ça, mais du coup, comment tu fais quand tu passes du jour au lendemain à x2 de commandes, et puis que tes équipes, bah, tu peux pas recruter comme ça du jour au lendemain x2, parce que ça va pas aussi vite. Et donc là, à la limite, on est passé en 2 shifts par jour, on a fait des heures sub dans tous les sens, toute l'équipe technique a été réquisitionnée pour faire des paquets, ouvrir des paquets, des choses comme ça. Il y avait des paquets qui montaient jusqu'au plafond, je me rappelle, on a même fait des grottes de paquets tellement on recevait. Vous étiez où? Là, à ce moment-là, on était à Levallois. Dans un genre d'hôtel particulier, sur 3 étages, qui était très beau. Mais du coup, c'était marrant parce qu'il y a la poste qui, tous les matins, amenait les cartons. Et puis là, il y a quelqu'un qui sifflait, il y a la poste qui est là. Et puis là, il y a toutes les équipes qui s'arrêtaient parce que voilà, il y avait le marketing, la technique, le design, etc. Donc il y avait une partie forcément logistique. Et puis, allez, c'est l'heure de la manutention, les gars. Et puis là, tout le monde descendait, et puis on faisait la chaîne, etc. Mais bon, des souvenirs incroyables, quoi. Et voilà, donc typiquement, il y a des émissions comme ça qui changent le business drastiquement du jour au lendemain. Et voilà, et du coup, de toujours essayer de tenir cette augmentation de charge, et puis de suivre ça, donc du recrutement partout, de l'optimisation du site internet, suivre tous ces aspects-là, et puis avec plein de contraintes qui venaient de partout. Alors, ce qui est bien, c'est comment on sait exactement ce qu'il faut faire, parce qu'on sait où c'est qu'il y a des lacunes, où c'est qu'il faut améliorer les choses, etc., mais c'est presque le temps qui en manque. Et puis le problème, c'est que c'est du trat. Puis il y a eu 2-3 fois quand même, on était à la limite de se rater. C'est que t'as les clients qui sont moins satisfaits. Et puis là, du coup, si tu corriges pas le tir vite, finalement, ça fait l'effet inverse. C'est-à-dire que tout l'argent que tu as mis en acquisition de clients, si d'un coup, ils sont pas satisfaits du service, tu les perds, tu as perdu l'argent. Et donc, il fallait se battre. Je me rappelle, c'était le service client, les mails qu'on recevait dans tous les sens. On n'avait pas dépilé la quantité de demandes parce que voilà, les colis pouvaient être potentiellement en retard. Du coup, on recevait des mails en disant où est mon colis. Du coup, tu dois essayer de répondre aux mails. On était en train de structurer le service client, mais il n'était pas assez gros. Bref, tous ces aspects-là. Mais bon, très intéressant de vivre tout ça. Et voilà, une hyper croissance. J'espère que tout le monde pourra. Je vous invite à essayer de vivre ça. Malheureusement, on le choisit pas toujours. Ça nous tombe dessus. Et toi, ton rôle dans ce monde d'hypercroissance, parce que c'est toi la casquette technique de l'équipe, co-founder, CTO. Du jour au lendemain, tu fais x2 sur tes équipes. Des problèmes d'organisation, de scaling, des problèmes techniques sur les infras. T'as organisé. Alors bon, déjà, on peut pas forcément doubler les équipes du jour au lendemain. Déjà, tout simplement parce qu'on recrute pas comme ça du jour au lendemain x2. Parce que bon, faire quand même très attention à comment on recrute et qui on recrute, parce qu'il faut que ça matche bien. Après, c'est pas forcément au niveau de la technique, c'était pas forcément une quantité de personnes. Des problèmes qu'on n'avait jamais forcément rencontrés. Ça veut dire que des sites à forte charge, moi j'avais pas forcément connu ça dans ma carrière avant, même si j'avais fait quelques sites e-commerce, mais j'avais jamais eu ces aspects-là. Donc comment faire scaler les bases de données, et puis là on en vient à redescendre au niveau serveur. On était à l'époque, on démarrait les SSD, donc typiquement de se dire on va changer complètement de serveur, on va passer en SSD, les bases de données vont être plus rapides. Après passer sur du master slave, démultiplier la quantité de serveurs de bases de données, et du coup modifier de façon profonde le site web en lui-même pour être capable de dispatcher les requêtes qui sont censées faire l'écriture de celles qui sont censées faire la lecture, rajouter des couches de cache partout pour arriver à optimiser tout ça. Donc des choses alors, hyper intéressantes techniquement, mais sur lesquelles il n'y avait pas forcément beaucoup de littérature à l'époque et pas forcément beaucoup de bonnes pratiques. Enfin, tout était très nouveau, donc il fallait creuser, essayer de comprendre comment les autres faisaient. Je me rappelle qu'il y avait c'était le blog de Etsy, je pense, à l'époque, un blog technique qui partageait quand même pas mal d'informations. Mais bref, c'était aller plus loin que les choses classiques, et puis un peu démonter les principes bêtes et méchants du développement, ou très structuré, où finalement il fallait arriver à découper, faire des choses par partie, beaucoup de
de contenu statique sur lequel on raccrochait du contenu dynamique, d'arriver à faire des choses malines, tout en ayant en plus des problématiques internationales, parce qu'on commençait à partir à l'international, donc on découvre ce que c'est que servir du contenu à l'autre bout de la planète, et est-ce qu'on démultiplie les infras, est-ce qu'on en met à différents endroits de la planète, puis là on se pose des questions de comment on va répliquer les bases de données, des choses comme ça, donc plein de problématiques techniques très intéressantes. Et au-delà de tout ça, parce qu'il y avait quand même dans Vestir beaucoup de processus internes. Alors déjà, nous, quand on a démarré, il y avait rien, c'est-à-dire qu'il y avait juste le front, on va dire, puis un back-office le plus simple possible, tout simplement parce qu'on ne savait pas comment les process allaient se faire, dans le sens où le modèle de Vestiaire, c'était, c'est toujours ça, peut-être ça a un peu évolué, mais à l'époque, c'était des gens proposent des produits. Là, on a une équipe de modération qui est là pour dire si oui, on accepte les produits, si oui, ils sont mis en ligne. À ce moment-là, juste avant d'être mis en ligne, on envoie les photos, enfin les détours. Donc là, on avait des gens en interne qui les détouraient. Donc ça, c'était au début, parce qu'après, il a fallu trouver des manières de scaler. Donc on a trouvé plutôt des entreprises à l'international pour pouvoir avoir plus de cadence. Les mettre en ligne, des gens les achètent. À ce moment-là, le vendeur envoie son produit chez nous. Là, on a des gens qui vont ouvrir les paquets, d'autres qui vont vérifier si c'est vrai ou faux, d'autres qui vont vérifier si l'état correspond à l'annonce, et ensuite le renvoyer. Et donc quand on dit tout ça, bon, déjà quand on démarre C'est facile de détecter si c'est un vrai ou un faux. Enfin, j'imagine que dans certains cas, sur certains produits, ça se voit assez vite, mais sur d'autres... Ouais, moi je sais toujours pas le faire, je pense. Non, c'était des vraies compétences. Pour le coup, on a recruté des gens qui étaient experts, qui étaient dans les maisons de vente et ce genre de choses. Non, il y a des contrefaçons qui sont extrêmement bien faites, et du coup, il faut des vraies compétences. Il se trouve qu'on en avait finalement pas tant que ça, tout simplement parce que, comme le modèle était affiché en gros, en large sur le site, les gens qui voulaient vendre des contrefaçons, ils passaient pas tellement par chez nous. Mais on était obligé de faire ça. Et après, finalement, c'était même au-delà de ça, c'était l'État, c'est-à-dire que... Ouais, bon, ça, l'État... oui, mais c'est-à-dire qu'il y a un vrai travail manuel et très complexe de logistique inverse. D'ailleurs, je me rappelle, quand on a démarré, on s'est dit, mais passons par un logisticien. Donc on a appelé des logisticiens. On leur a expliqué ce qu'on voulait faire. On a dit, mais c'est pas possible ce que vous voulez faire. Nous, on stocke des produits en gros. Ils sont tous pareils. Et puis après, il y a des gens qui vont piocher dedans, ils les mettent dans des boîtes et puis ils les envoient. Vous voulez faire des choses unitairement, etc. Et puis rajouter du contrôle d'état au milieu, c'est pas possible. Donc, piqué avec un peu d'orgueil, on s'est dit c'est pas grave, on va le faire tout en interne. Donc là, on a construit tous ces outils-là. Donc tout ça pour dire qu'il y avait beaucoup de parties hors, je dirais, site internet public qui étaient là pour faire fonctionner la plateforme. Et notamment, voilà, la modération, comment on fait pour être le plus efficace possible. Donc, c'était pas de l'IA à l'époque, mais exploiter, je dirais, toutes les données du passé pour pouvoir être capable de proposer, de donner des aides à la décision aux équipes de modération pour savoir si un produit doit être accepté ou pas. Est-ce qu'il est dans les tranches de prix correctes ? Typiquement, les photos, est-ce qu'elles sont de suffisamment bonne qualité pour être retraitées et être détourées ? Donc là, pas mal d'outils qu'on avait branchés. Il y avait du refus d'objets automatisés, quoi. C'est ça, on avait maximisé tout ça, ou plutôt on donnait des outils d'aide à la décision à nos équipes. Et ça, il y en avait vraiment partout, que ce soit à cet endroit-là, aux endroits de l'ouverture des paquets, c'est bête, mais comment on optimise ça ? Donc tout un système de code barre, on scanne ça avec des procédures pour ne serait-ce que rien qu'au moment où on ouvre le paquet, parce qu'il peut y avoir soit des vendeurs, joueurs mesquins, ou par inadvertance, ils envoient le paquet, puis finalement dedans il y a autre chose, où il n'y a pas le produit, ou etc. Donc obligé de mettre des caméras au-dessus pour enregistrer sous, pour prouver que quand on ouvre le paquet, c'est bien, qu'il n'y a pas eu de faille, parce que le problème c'est entre nous et le vendeur, donc il faut arriver à faire tout ça. Donc plein de petites choses comme ça. C'est-à-dire que je dirais que la technique chez Vestia, elle est largement au-delà du site internet. Des anecdotes sur tout un paquet, il y a un truc chelou dedans. Oui, il y en a plein. Certaines que je peux pas dire. Non, je sais pas, je pense qu'il y a eu des clés oubliées, des petits mots oubliés dans des poches de manteau, des choses comme ça. Voilà. D'autres choses que je pourrais pas raconter, je pense, une prochaine fois, au WAF. Mais non, oui, plein de trucs dangereux ? Non, pas de trucs dangereux. Mais voilà, parce que certains produits valent très cher. Et du coup, mécaniquement,
c'est des personnes particulières qui peuvent les avoir, et donc voilà, il peut y avoir des choses rigolotes. Si, bah, une petite anecdote. On est en plein été, on a du coup à l'époque on avait un service antifraude qui était là pour parce que bah voilà, c'est-à-dire que quand les gens passent des commandes, il faut quand même savoir un minimum si c'est une commande qui est potentiellement licite. Et on est en plein été, du coup il y a une partie de cette équipe qui est en vacances. Je me rappelle, c'est mon associé Christian qui prend l'intérim pendant une semaine ou deux. Et puis là on reçoit une commande de 10 000 euros. Donc 10 000 euros, c'est quand même ça faisait partie des grosses commandes. Surtout que dedans, il devait y avoir 17 articles. C'est-à-dire que la plupart du temps, les gens, ils achetaient un produit, 2 produits en même temps, et là, on a 17. Puis il regarde et il voit que c'est Kim Kardashian. Et à l'époque, lui et moi, on n'y connaît rien. Et il va sur Google et puis il voit Beverly Hills, tout ça. Il fait, oh là là, ça, c'est encore quelqu'un qui fait n'importe quoi. Et là, il blacklist la commande. Et puis, je sais pas par qui de conscience, il envoie un mail aux autres founders en disant, ouais, on a reçu une commande comme ça. Et non, mais attendez, et tout, c'est pas possible. Si, c'est elle, il faut surtout tout délivrer gants blancs, etc. Puis finalement, bah, il s'est avéré que C'était Kim Kardashian. Tout à fait. Ah, c'est bon ça. Des histoires comme ça. Mais voilà, comme quoi ça peut passer à deux doigts. Est-ce qu'elle a reçu un mail, genre vous êtes blacklisté ou pas? Non, Non. non, les choses ont été rattrapées en temps et en heure. On a tout fait pour que ça se passe bien, parce que c'était très important pour nous. Et puis, et 3 mois plus tard, elle a fait une commande de 20 000 balles. Oui, je pense qu'elle a même été, pas égérie, mais elle a mis en avant Vestiaire à différents endroits. Enfin, c'était le début du marketing d'influence, je dirais. Mais bon, moi, Kim Kardashian, à l'époque, je la connaissais pas. Après cet épisode, j'ai un peu plus connu. mais voilà. Enfin, c'est pas trop mon truc, tous ces machins. Mais oui, j'ai découvert tout ça. Non, je sais pas, des anecdotes, il y en a plein, mais c'était une aventure folle. Et qui prend fin il y a 6 ans à peu près? Qui prend fin pour moi il y a 6 ans, oui. Ou peut-être un peu plus, je sais pas, ouais. Non, j'ai quitté courant en 2017. Ça avait bien grossi, mon métier avait bien changé. Et puis j'avais envie de revenir un peu à mes amours, c'est-à-dire partir d'une feuille blanche, tout reconstruire, remettre les mains dedans, et puis repartir à zéro et reconstruire des choses. C'est-à-dire que voilà, quand je suis parti, on devait être 250 ou 300 au total dans l'entreprise. Voilà, mon métier était plus tout à fait le même. Je me suis rendu compte que c'était pas forcément là où j'étais le meilleur, où j'avais mes envies, et puis j'avais envie de voir autre chose. Et puis du coup, j'ai dit, il y a eu une occasion qui m'a permis de quitter Vestiaire dans de très bonnes conditions financières. Et de me retrouver plutôt en mode, tiens, mais qu'est-ce que je vais pouvoir faire? Puis là, je m'étais dit que j'allais prendre un peu de temps, et puis finalement, les choses sont allées très vite. Tu regrettes? Est-ce que je regrette? Non. Il faut pas regretter les choses, parce que... Non, mais j'imagine que Vestiaire, ça a été une période, pour pas dire, enfin une très grande période assez intense, prendre 5, 6, 7 mois pour recharger les batteries. Oui, bah, c'est ce que je voulais faire. Donc j'ai eu 6 mois de passation sur lesquels j'étais pas full time, donc ça m'a permis de prendre un peu de recul. Après, avec le recul, j'aurais peut-être dû prendre un peu plus de temps encore, vraiment off, pour dire qu'est-ce que j'ai vraiment envie de faire. Et voilà. Mais il s'est trouvé que j'ai un contact, Frédéric Montagnon, qui m'a dit j'ai cru comprendre que tu quittais Vestiaire, j'aimerais te présenter une idée que j'ai. C'est dans la blockchain. Et puis il se trouve qu'à ce moment-là, justement, pendant ces 6 mois, j'avais commencé à creuser tout ça. Donc là, on est 2017. Donc c'est. Voilà, le Bitcoin, la blockchain, tout ça, c'est vieux, mais ça commençait à devenir un peu plus mainstream. Mais je me rappelle marchant à travers les couloirs de Vestiaire Collective à côté de mes devs et qui disaient oui, Bitcoin, Ethereum, tout ça. Donc j'en avais déjà entendu un petit peu parler avant, mais j'avais pas vraiment compris ce que c'était. Du coup, j'avais commencé à creuser parce que j'aime bien comprendre comment les choses fonctionnent, et du coup, je suis vraiment rentré dans les entrailles. Et là, j'ai vraiment pendant 6-9 mois bien creusé toute la technique de tout ça. Et puis, du coup, Frédéric me contacte et me dit j'ai un projet dans la blockchain. Il me dit, ah. Et puis là, vraiment, la blockchain, ça m'avait. J'avais découvert un nouveau monde en fait. Pour moi, c'était le futur de tout. C'est-à-dire qu'on peut le présenter sur un angle technique, on peut le présenter sur un angle financier, d'investissement, de spéculation, tout ce que tu veux. Mais à ce moment-là, je voyais vraiment un changement de paradigme et de shift qui allait tout bouleverser à tous les niveaux. Alors,
ça, je pense que c'est... Des fois, on voit des courbes là comme ça où ça monte très haut, puis ça redescend, les courbes de là, je sais plus comment on appelle ça. Donc là, je pense que je devais être vraiment tout en haut de la première courbe. Puis bon, ça fait 6 ans maintenant que j'ai monté Ariani qui est dans la blockchain. Et du coup, voilà, je suis passé par plein d'étapes. Et les choses prennent du temps, mais vraiment une technologie vraiment très différente de tout ce que j'avais pu voir jusque-là et qui augurait des choses assez incroyables. Et de pouvoir démarrer un projet là-dedans, bah, je me suis dit, allez hop, c'est banco, on y va. C'est le moment, quoi. Et du coup, septembre 2017, je rempilais. Donc concrètement, j'ai eu les mois d'été vraiment off. Puis après, on est reparti sur la route et puis c'était parti. Et alors, du coup, le projet en question? Alors, Ariani, ça vient on va dire, du fil d'Ariane. Et l'idée étant de dire que entre une marque, alors on va dire qu'aujourd'hui c'est plutôt les marques de luxe qu'on attaque, mais une marque tout court, et son client, on voulait pouvoir reconstruire un lien, donc le fil d'Ariane entre ces deux entités. Tout simplement parce que Internet n'a pas forcément évolué comme Internet a été construit au départ. Donc Internet au départ était vraiment un réseau décentralisé, chacun avait son petit serveur chez lui dans son coin, etc. Et puis il y a les grosses plateformes qui sont arrivées, type Facebook, Instagram, tous ces genres de plateformes, qui, sous couvert de proposer des choses simples et intuitives à tout le monde, ont finalement hyper concentré Internet. Au début, ça a convenu à tout le monde. Sauf qu'à la fin, on s'est rendu compte que les marques qui ont sauté là-dedans se sont rendu compte que les communautés qu'elles avaient pu construire, bah, finalement, elles devaient payer un péage pour pouvoir échanger avec ces personnes. C'est-à-dire que on a beau avoir construit sa page Facebook de telle ou telle marque, on a payé pour avoir des likes, puis ensuite on doit payer pour que les publications soient visibles, et du coup, finalement, on a donné les clés à ces grosses plateformes, et on n'a plus aucun lien avec nos clients. Donc il y a bien sûr les CRM, les emails et tout ça, mais tout ça, ça a changé. Et du coup, on se dit que la blockchain est une bonne manière de pouvoir recréer ce lien entre les marques et leurs clients sous la forme d'un passeport digital qui va être émis. À l'époque, c'est des NFT, mais bon, en 2017, ce mot-là n'est pas encore très connu. Maintenant, les gens le connaissent un peu plus, pas forcément pour les bonnes raisons. Mais voilà, on se dit que ce standard de NFT qui fonctionne sur les blockchains sur lesquelles on tourne des smart contracts, permettre aux marques d'émettre un actif digital. Alors, nous, on a décidé que ce soit la plupart du temps associé à un produit physique et qui puisse servir de preuve de propriété, preuve d'authenticité, de carnet d'entretien, tous ces aspects-là, donc permettre de connecter un produit physique mais qui n'est pas connecté, donc une montre de luxe, un sac à main, ce genre de choses, qui sont des produits complètement inertes, de pouvoir leur ajouter des fonctionnalités digitales et numériques. Et du coup, ces sociétés vont pouvoir émettre ces actifs, et donc vont distribuer de la donnée auprès de leurs clients, de leurs utilisateurs, et ensuite pouvoir créer ce lien, et du coup pouvoir rentrer en contact avec ces personnes-là, tout en étant extrêmement respectueux de la vie privée. C'est-à-dire que, par défaut, quelqu'un peut obtenir cet actif numérique sans fournir aucune information. Il le met dans son wallet cryptographique, et la marque sait juste que quelqu'un possède le passeport digital de telle montre, en fait. Grâce à ça, il peut lui envoyer de l'information. La personne peut, à chaque fois qu'elle va faire un entretien, l'enregistrer de façon indélébile sur la blockchain, et du coup construire un carnet d'entretien pour le jour où elle souhaite le revendre, avoir plus de valeur et montrer qu'elle a pris soin de son objet. Le jour où elle le revend, de pouvoir le transférer, et donc la marque, elle a accès à de l'information supplémentaire qu'elle n'avait pas avant. C'est-à-dire que quelqu'un qui achetait par exemple une Breitling dans une boutique, quand elle décide de le revendre sur tel ou tel site, ou même de gré à gré, Breitling n'en sait rien, en fait. Et du coup, elle a accès... Breitling, il y a des possesseurs de Breitling qui sont jamais rentrés dans une boutique Breitling de leur vie, et qui du coup, Breitling ne peut pas communiquer avec eux. Alors on n'est pas en train de dire que c'est là pour les bombarder d'opérations marketing ou tout ça, mais de créer un lien fort, parce que finalement, quand on achète ce type de produit, on est quelque part... on achète au-delà du produit, on achète l'expérience de marque et tout ce qui va avec. Et l'idée, c'était de pouvoir faire la continuité de tout ça et puis proposer tout ça. Et avant, ces produits-là étaient accompagnés d'un papier, tout ce qui est plus falsifiable, on va dire. Et du coup, la blockchain, les NFT étaient une bonne solution pour répondre à ça. Et donc, on s'est lancé là-dedans. Et du coup, il faut savoir que du coup, la blockchain, c'est quand même assez particulier à plein de niveaux. On va dire déjà techniquement. C'est que dans notre cas, c'est des smart contracts
Et ces fameux smart contracts, une fois qu'ils sont déployés sur la blockchain, on peut pas les modifier. Et c'est d'ailleurs l'intérêt, Pas falsifiable. Ouais. c'est-à-dire que si je peux modifier le code demain et qui fait que je peux modifier le fonctionnement du système, bah, tu peux pas avoir confiance dedans. C'est-à-dire que, alors, jusque-là, si je reprends l'exemple de vestiaire collective, bah, quelque part, je peux changer les règles du jeu en cours de route. Je te fais cocher des conditions générales qui changent, mais à peu près tout le monde est content, et puis finalement, on s'en rend même pas compte. Je peux corriger des bugs si j'en ai introduit sans faire exprès, et ce genre de choses. Mais dans un système comme ça, où on dit que on va décentraliser l'information, qu'on va digitaliser toute la relation, et puis finalement toutes ces pièces qui sont censées être non falsifiables, eh ben, on doit produire des smart contracts qui sont non modifiables. Et du coup, là, on revient à l'informatique des années 80-90, donc pré-internet, donc à l'époque où il n'y avait pas de patch, rien du tout. C'est-à-dire que pour les plus anciens, quand tu chargeais Windows 3.1 et que tu mettais tes 20 disquettes dans l'ordinateur, bah voilà, ils avaient intérêt à shipper un logiciel avec peu de bugs, ou pas de bugs. Pas de bug, ouais. Alors que maintenant, on achète un jeu vidéo, on le met dans la console, le premier truc qu'il fait, c'est le mettre à jour en fait. Donc vraiment, la logique a changé. Et du coup, la blockchain et les smart contracts ont réintroduit ce concept de on doit construire du code de qualité jour 1, parce que sinon, c'est foutu derrière. En fait. Et du coup, ça change beaucoup les méthodes de développement, surtout quand on vient du web pur où on pouvait pusher des choses en prod très rapidement. Et du coup, eh ben, obligé de construire beaucoup de choses en bêta au départ, de bien tester dans tous les sens, de faire passer des audits avant de mettre en production, et puis de s'assurer que tous les use cases sont couverts, ou en tout cas, dans ce cas-là, fabriquer des mécanismes qui nous permettent de construire par-dessus a posteriori, tout en sachant que ce sera... T'as dû changer tes méthodes de travail, tes méthodes de testing, tes méthodes de sondage, tes règles de gestion de code dans ce nouveau business. Ah oui, on n'a pas pu mettre quelque chose en prod, donc on a démarré on s'est tapé dans la main en 2017. Et la base de notre système, c'est le protocole Argani. Donc c'est une base de smart contract qui nous permet d'émettre des NFT pour le compte de marque, de le distribuer, et puis d'ajouter toutes les fonctionnalités que j'ai pu citer, notamment les événements et l'envoi de messages. Et on l'a mis en ligne en production, la version 1, en juin 2019. Donc il s'est passé 2 ans ouais. à peu près. Alors je suis pas en train de dire qu'on a passé 2 ans à faire ça, mais la première année, on s'est... toute la phase de financement. À l'époque, on a fait une ICO. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'était d'émettre une crypto-monnaie en échange de financement. Pourquoi ? Parce que nous, dans notre système, ce qu'on avait dit, c'est que notre protocole sera autonome. Pour l'utiliser, il faudra dépenser la crypto-monnaie qu'on aura émise, qui s'appelle l'ARIA 20. Et ce qui garantit quelque part une indépendance, c'est-à-dire que demain, même si on disparaît... Vous avez développé votre propre crypto ? Oui, alors développer une crypto, c'est pas très compliqué. En réalité, émettre une crypto sur le réseau Ethereum, ça se fait réellement en quelques minutes, surtout de nos jours. Après, c'est plutôt toutes les règles qui vont autour, donc ce qu'on appelle la token economy, donc quelles sont les règles de fonctionnement de cette monnaie, à quoi elle sert et comment elle peut fonctionner, puis après toutes les règles, je dirais légales, parce que quand on a démarré, c'était complètement le Far West. Alors on essaie de faire les choses très proprement, on a trouvé les bons endroits pour traiter tout ça, on s'est fait accompagner avec des bons conseils, mais voilà, donc la première année c'était vraiment la phase de, à l'époque ces projets crypto, c'est toujours le cas, la rédaction d'un white paper pour expliquer finalement toute notre vision et comment on allait réaliser tout ça. On allait partir en roadshow auprès de personnes qui ont des crypto-monnaies, qui croient, qui ont envie d'investir, donc quasiment un an où tour du monde, on va dans plein d'événements, on va présenter ce qu'on fait, etc. pour essayer de convaincre un maximum de personnes. Alors, on est en 2018, pour ceux qui s'y connaissent, on est un peu dans la phase descente, la valorisation des cryptos, donc finalement on est arrivé un peu tard pour les levées de fonds. Ouais, mais bon, on a pu faire ce qu'il fallait pour finalement nous permettre de démarrer. Et puis après, du coup, 1 an plus, entre le moment où... Enfin, même avant, on avait déjà fait beaucoup de bêta, de tests, etc. Mais quand on se dit c'est bon, on a notre protocole et il faut qu'on y aille, on va le développer. 1 an pour arriver à le transformer en quelque chose de concret et où on est sûr de pouvoir le mettre en ligne. Et du coup, préalablement à la mise en ligne, 2 audits, donc des gens extérieurs qui auditent tout pour être sûr qu'on va avoir aucun problème. Et donc oui, des méthodes de développement qui ont complètement changé par rapport à ce que j'avais pu connaître avant, parce que finalement ma carrière a commencé que sur le web. Donc j'ai toujours
toujours du logiciel qui pouvait se mettre à jour extrêmement facilement. Du coup, c'est quoi votre stack de dev? T'es sur du Go, du Rust, Ah non, les langages, les smart contrats sur Ethereum, ils sont faits en Solidity, donc c'est un langage qui permet de fabriquer des smart contrats, et qui n'est pas très compliqué, mais la vraie particularité, c'est d'arriver à produire du code sans bug et sans faille, tout simplement parce que, alors nous dans notre cas, c'est moins vrai, mais sur des protocoles qui traitent de la crypto, le moindre bug, là on parle en millions de dollars en fait. Donc c'est quand même assez particulier, c'est-à-dire qu'il y a des protocoles, quand il y a une faille dedans, des fois c'est des centaines de millions de dollars qui partent en bug. Donc tu as intérêt à faire les choses proprement. Nous dans notre cas, s'il y avait des bugs, ça veut dire que n'importe qui pourrait récupérer par exemple n'importe quel NFT qui représente tel ou tel objet. Et voilà, donc il fait bien fixer tout ça. Donc ça, Solidity pour les smart contrats, et puis après le reste, donc on a construit ce protocole. Au départ, on est parti d'une douce espérance en se disant que les marques elles allaient utiliser ça en direct, et puis qu'elles allaient acheter notre crypto, qu'elles allaient l'utiliser directement dans le protocole. Donc il se trouvait qu'on a reçu un accueil plutôt positif des marques et qui a plutôt envie de creuser tout ça avec nous, mais le côté embaucher des gens experts pour faire tout ça, c'était hors de question. Donc il a fallu qu'on construise un ensemble de briques autour pour simplifier l'intégration, tout ce protocole et tous ces nouveaux usages directement dans les systèmes d'information de ces entreprises. Et du coup, le reste, ce sont plutôt des outils web plus classiques. Et dans notre cas, ça va être du Node.js et du Angular. C'est la stack qu'on a choisie. Et principalement parce qu'il y a beaucoup d'outils de librairies qui permettent d'interagir avec l'écosystème Ethereum qui sont écrits en JavaScript, TypeScript. Et voilà, donc un protocole qui finalement... alors là, on vient de terminer la rédaction de la version 2, là, donc là on est en phase justement d'audit encore une fois. Mais tous les autres outils sont des outils web plus classiques. Plus classiques, ok. Ouais. Même si je me suis fait un peu mal parce que du coup moi je viens plutôt je viens du PHP en fait. Et du coup PHP, ce que je faisais chez Vestia. Et là le PHP ça marche pas bien parce qu'il y a finalement très peu de librairies dispo. C'est très il y a beaucoup de choses qui sont faites côté client, donc beaucoup de JavaScript, etc. Donc finalement beaucoup de Node également. Et du coup, c'est un choix que tu as fait pour le business, mais tu sortais de la zone de ta zone. Tu as été end-zone, du coup, j'imagine. Ah oui, au début, j'étais le seul technique dans l'entreprise. Aujourd'hui, t'es 0 plus 6, vous êtes plus 6 ans, dans les équipes tech, tout ça, ton rôle. Mon rôle, il a pas mal changé. Je code de moins en moins. Principalement parce que j'ai recruté des gens meilleurs que moi et quand les PR ils me disent que ça va pas ce que j'ai fait, du coup j'en fais ok. Mais bon, quelque part, c'est ce qu'il fallait faire. Mettez-moi sur la feature, là, la petite. Voilà. Donc non, il y a plein de choses à s'occuper. Bon, déjà, ne serait-ce que faire vivre et construire l'équipe, tous les process, s'assurer du lien avec le produit et puis le reste du business. On a un produit particulier parce qu'il y a beaucoup d'intégration chez les clients, donc beaucoup d'échanges avec des... Et vu que c'est des clients grands comptes, beaucoup de questionnaires de sécurité, de cyber risk, de choses comme ça. Après tout ce qui est phase d'intégration. C'est qui les clients que vous avez adressés j'imagine c'est sur des produits plutôt de luxe. Oui, on a commencé par du luxe et principalement de l'horlogerie. Donc on a commencé par Vacheron Constantin, qui est une marque du groupe Richemont, qui n'est pas forcément extrêmement connue, mais qui est très prestigieuse. Ensuite, on a Breitling qui est venu et qui a décidé de déployer extrêmement vite, extrêmement fort l'ensemble de sa gamme. On a ensuite l'ensemble, ou quasiment l'ensemble du groupe Richemont. Donc, c'est-à-dire que le groupe Richemont a décidé d'investir massivement de faire évoluer son IT pour être compatible blockchain, entre guillemets. Et donc, pour pouvoir nous brancher, nous déployer sur leurs différentes marques. On a également Moncler. Très horlogerie. Alors Moncler, ça va plutôt être tout ce qui est doudoune, etc. Donc là, ça fait ok. Mais oui, très horlogerie parce que finalement, c'était là le point de départ, c'est là où on avait le plus de contacts. Et voitures ? Alors les voitures, on a pas mal de contacts entrants, on n'a pas de choses concrètes encore. Là, on commence à faire des choses dans d'autres industries, donc on a pu faire des choses notamment avec Mugler, dans tout ce qui est... Puis après dans les parfums, avec L'Oréal, avec Yves Saint Laurent Beauté. Donc voilà. Ah, sur du consommable ? Sur du consommable, mais plutôt dans un mode où on va digitaliser je
ça va être un peu raccourci la carte de fidélité, mais c'est plutôt créer un lien d'engagement sous forme de NFT qui permet ensuite d'ouvrir différentes opportunités. Donc toujours pareil, de pouvoir construire et d'empiler toute la relation que j'ai pu avoir avec l'entreprise, mais également de pouvoir proposer des interconnexions avec des systèmes tiers. Et le NFT est finalement quelque chose qui permet de faire l'interopérabilité au plus bas niveau. C'est-à-dire qu'il n'y a pas... pour imaginer que, je sais pas, si une entreprise elle veut elle veut faire des partenariats avec d'autres sociétés, d'un point de vue technique, elle doit mettre à disposition des API, et puis communiquer avec tout le monde, et puis s'intégrer avec ces différentes entreprises. Là, en partant de la blockchain et des NFT, finalement, on a un standard commun à tout le monde, et du coup, on peut extrêmement facilement le déployer sur plein de dispositifs différents. Et on n'a pas besoin de... C'est-à-dire qu'en l'implémentant une fois quelque part, on est mécaniquement compatible avec quelque part tous les NFT du monde, et donc on peut proposer des expériences innovantes, complètement différentes de ce qu'on pouvait faire avant. Donc je dirais qu'on a deux choses. Aujourd'hui, on a ce qu'on appelle le DPP, Digital Product Passport, donc c'est vraiment des NFT qui accompagnent les produits physiques, puis ensuite des NFT qui vont gérer tout ce qui est engagement et fidélité par rapport à une marque et de construire la relation entre le client et sa marque. Des phases de levée de fonds à venir, quelle étape? Alors on a fait cet ICO, après on a fait un seed, après on a fait une série A, on a fait évoluer le modèle, donc au départ c'était très blockchain, directement crypto, plutôt vers un modèle SaaS. Là on n'a pas directement levé de fonds, alors on est toujours ouvert aux opportunités, mais là on est plutôt en train de builder, de déployer et puis de vendre. Commercialiser. Voilà. Clairement, en ce moment, le marché est un peu particulier parce que les levées de fonds dans les startups sont un peu taries, les choses sont devenues un peu plus dures, le contexte économique est un peu plus difficile pour tout le monde, donc il faut passer cette phase-là. Après, on est en train de, quelque part, inventer une nouvelle catégorie de produits, de nouveaux usages, donc il y a beaucoup d'éducation à faire, les temps de décision sont longs, mais on va dans la bonne direction. Et puis là, c'est plutôt de démontrer que ce qu'on a pu faire dans le luxe, on peut vraiment le déployer dans d'autres industries. Donc là, on est en train de montrer différents cas d'usage dans d'autres sociétés, donc dans ce qui est dans le vin, typiquement, dans tout ce qui est appliance. Ah ouais. Parce que justement, dans le vin, il y a... les vignerons n'ont aucun lien avec leurs clients la plupart du temps. C'est-à-dire que tu vas acheter ton vin de façon extrêmement intermédiaire. Et du coup, ça permet de pouvoir reconstruire la relation entre le... Et ça embête pas l'intermédiaire? Ouais, pas tellement le choix. Non, ce que je veux dire, c'est que... de toute façon, quand tu achètes une bouteille quelque part, c'est le domaine, et puis rien ne t'empêche d'aller au domaine pour aller acheter tes bouteilles directement. Donc, ouais. Voilà, c'est plutôt de donner des manières supplémentaires, de créer un lien. Et non, ça dépend. On est en train de démarrer tout ça, donc j'ai pas encore de conclusion. T'as pas de conclusion? Je pourrais dire qu'il y a des endroits où ils vont nous dire oh là là, notre métier c'est de faire du vin, c'est déjà pas mal, et puis on n'a pas le temps de s'occuper de tout ça. Donc il y a déjà eu quelques réponses comme ça, il y a d'autres endroits où ils sont très très intéressés. Donc voilà, tout ça c'est déjà des expérimentations pour commencer à voir comment notre produit peut se déployer ailleurs en fait. Je dirais que la particularité c'est que il y a beaucoup de projets blockchain qui restent au sein de la blockchain, c'est-à-dire que c'est de la blockchain pour la blockchain, la crypto pour la crypto, et puis fabriquer des choses qui restent au sein d'un écosystème. Nous, dans notre cas, on essaie d'appliquer ça au monde réel, et donc c'est vraiment ça le challenge, c'est d'arriver à mettre ça à disposition dans les mains d'utilisateurs qui n'y connaissaient rien, et d'arriver à faire l'abstraction au maximum de tout ça, tout en permettant aux gens qui sont experts ou qui s'y connaissent de pouvoir se rendre compte que c'est vrai, que c'est la vraie blockchain derrière, etc. Donc il fallait arriver à mettre à disposition ces différents interfaces, outils permettant de donner le choix à tous les utilisateurs de pouvoir expérimenter ça de la meilleure façon. Puis si tu extrapoles, ça peut s'appliquer à tous les produits en fait. Alors ça peut s'appliquer à tous les produits. Je sais pas encore si sur ton paquet de Figolu, tu as un intérêt de le faire, même si on y a pensé. Mais oui, il y a on peut imaginer plein d'usages divers et variés. Typiquement, si ça vous intéresse, on s'était amusé à faire une vidéo où j'ai une Tesla, et puis on s'était amusé à faire un NFT qui représentait ma Tesla, et qui derrière, au sein de ce NFT, tu as un bouton qui te permettait d'ouvrir la voiture et de la démarrer en fait. Donc l'idée était de dire que ce NFT, je te le transfère, et puis du coup... c'est les clés, quoi. Voilà, c'est ça, je transmets les clés de la voiture et tu peux en faire ce que tu veux. Donc c'est pour montrer des usages qui peuvent apparaître grâce à cette technologie qu'on ne pouvait pas faire avant. En fait. Et donc avec tout ça, il y a plein de choses
à construire. Après, ça reste long. Et du coup, la grande particularité, c'est qu'on est sur vraiment, on essaie d'appliquer cette technologie vraiment au monde réel, ce qui n'est pas encore le cas. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de buzz partout, tout le monde a entendu parler de la blockchain, des NFT, mais tout le monde l'a vu la plupart du temps pour des NFT qui prennent beaucoup de valeur et on ne sait pas trop pourquoi. Voilà, nous on est là depuis 6 ans, à essayer de bâtir des choses concrètes dans le monde réel, et voilà, ça prend du temps. Il faut qu'on éduque tout le monde. On va y arriver. Rien à voir. Je rebondis sur un truc que tu as dit au tout début. Tu as dit 42 ans, tout ça. Et j'habite Montpellier, je viens de déménager. Ariani, c'est Day One culture full remote ou tu as déménagé et tu viens régulièrement à Paris. Enfin voilà, j'imagine que ce déménagement, ça a un impact organisationnel dans ton temps de travail ou pas d'ailleurs. Alors pas tant que ça. Alors on peut pas dire qu'on est full remote depuis le jour 1, mais il se trouve que mes associés, quand on a démarré, il y en a certains qui étaient à New York, d'autres en Belgique, d'autres en Suisse. Donc déjà on était quand même assez décentralisé comme la blockchain. Comme associé, c'est ça. Alors après on a commencé par prendre des petits bureaux à Paris. Et là, à l'époque, on avait 4-5 employés, j'avais deux leads dans mon équipe, enfin on était 3 dans l'équipe technique. Et le Covid a éclaté. Et du coup, là, on est tous partis se réfugier à différents endroits. Et puis, c'est tout ce qui s'est passé, les différents confinements, etc., etc. Et puis finalement, on était suffisamment petits, suffisamment déjà à faire beaucoup de visio dans tous les sens. Là, la phase Covid, finalement, c'est très bien passé au niveau... travail communication, équipe. C'est ça. Et du coup, quand on est revenu, on s'est dit, continuons comme ça marche bien. Et puis surtout, ça nous ouvre des portes. C'est-à-dire que on peut recruter n'importe où. C'est-à-dire qu'on n'est pas limité à notre zone géographique. Et puis on s'est dit, allons-y. Aujourd'hui, je dirais qu'on est full remote par défaut. On a quand même des bureaux à Paris. Donc il y a des Parisiens qui viennent tous les jours au bureau. Moi, mon équipe technique, elle est... on se voit pas. Enfin, on se voit pas. On se voit pas tous les jours. C'est-à-dire qu'on se voit en gros une fois par mois. Mais oui, on travaille tous à distance avec des outils. On a mis très vite Discord, par exemple. Donc tous les jours, on est connecté sur Discord en permanence. On peut les taper sur l'épaule du collègue, etc. Et du coup, pour l'instant, ça marche plutôt bien. Alors, c'est très différent du monde au bureau. Parfois, on regrette de ne pas pouvoir aller boire une bière le soir avec les collègues. Mais... ça apporte une latitude dans le travail au quotidien qui est quand même très, très appréciable. On a pu recruter des gens partout en France. Et voilà, régulièrement on se retrouve et puis ça marche bien. Jusque-là, ça marche bien. Ok, et ouais, en gros, quand le Covid éclate, t'as pas de gros legacy organisationnel, quoi. Ça facilite les choses, quoi. Toute l'équipe se connaît bien, bien soudée. La confiance est là, vous êtes 3, 4, 4, 5. C'est ça, on a tous les associés, mais en termes d'employés, on doit avoir 5 employés, un truc comme ça. Donc on est une toute petite structure à ce moment-là. Et non, moi l'inquiétude c'est plutôt que l'onboarding, du coup, pour la suite, les nouveaux. Oui, alors on a onboardé, là pour le coup on faisait plutôt des jours où on faisait 3 jours sur site à Paris, tout le monde venait, et puis on permettait d'onboarder les gens concrètement, histoire qu'on se connaisse quand même. Montrer vraiment concrètement la plateforme, enfin un onboarding classique dans une entreprise avec des bureaux, mais voilà, et après chacun repart, et puis des sessions comme ça. Après régulièrement on fait des séminaires, des sessions où on va se retrouver, de réflexion, même de travail classique. On va essayer d'être plus physiquement sur place. Mais après, à distance... je pense que ce qui est compliqué, c'est de faire le mix. Parce que le mix, quand tu as une partie des gens qui sont sur site tout le temps, une partie des gens qui sont à distance, les réunions, ça devient un bazar parce qu'il y en a 3 qui sont... T'as plus tout le monde qui a le même niveau d'info, en vrai. T'as ceux qui sont là pour les discussions de machine à café et ceux qui n'y sont pas. C'est ça, et donc ça crée un décalage. Et du coup, quand on est tous à distance, ça ne se produit pas. Alors après, il faut arriver à reproduire ces conditions de machine à café, etc. C'est pas toujours facile, donc on a dû trouver différents rituels pour faire ça. Vous avez des rituels machine à café à distance ? Ouais. Oui, c'est-à-dire qu'on est dans le Discord, on a un endroit, on a un channel machine à café, et puis quand
on se met là-dedans, c'est-à-dire qu'on est en mode entre guillemets un peu off, et puis qu'on boit son café, et puis voilà, les autres peuvent se retrouver là. On peut se retrouver le midi pour manger, pour discuter de tout et de rien, on organise des sessions. Ça marche? Ça marche, ouais. Vous faites des déjeuners ensemble Ouais, à distance, ouais. à distance, quoi. À distance. On fait aussi tout ce qui est bébel, ce qu'on appelle ça Bang Bad Lunch, donc c'est un peu la même chose, mais où finalement on va venir avec un thème précis et quelqu'un qui va présenter quelque chose, que ce soit en rapport directement avec l'entreprise ou qui n'a aucun rapport. L'idée étant de continuer de construire une culture, de partager des passions, partager des échanges et que les gens puissent se connaître, du jeu vidéo aussi. Et du coup, ça demande de l'énergie d'entretenir cette culture du vas-y, on se prend un café ensemble, mais dans le ou de bouffer ensemble à distance, ou est-ce que en fait c'est hyper naturel, enfin ça se fait naturellement, ou est-ce que Non, il faut quand même... ça s'entretient? Ça s'entretient beaucoup, il faut être à l'écoute de tous les signaux faibles, parce que, comme tu disais, on n'a pas... toutes les discussions off, elles sont pas là, donc il faut arriver à les reproduire, d'être capable de se rendre compte que l'information, elle circule moins bien, donc passer beaucoup plus de temps à écrire les choses, pour être capable de les diffuser, mettre en place pas mal de rituels posés pour qu'ils existent, pour compenser des choses qu'on n'a pas quand on est sur site, en fait. Donc non, il faut faire attention à tout ça. Quand l'organisation grossit, c'est d'autant plus compliqué parce que tout le monde n'est pas apte à faire ça, donc il faut faire hyper gaffe à est-ce que les gens sont capables de faire ça comme ça, parce que voilà, on n'a plus quelqu'un dans un bureau et puis on peut voir ce qu'il fait pour voir si... donc faut être sûr, faut donner beaucoup de confiance, de suivre tout ça, mettre en place des nouveaux rituels. Non, c'est très différent. Et attention, je vais pas le cacher, on perd des choses quand même sur le chemin, donc il y a beaucoup d'avantages, il y a quelques inconvénients. Voilà, ne serait-ce que il n'y a pas l'acte de retrouver ses collègues tous les jours au bureau, de se serrer la main, d'échanger des choses, d'avoir tout le... Oui, la petite bière qui n'était pas prévue c'est ça, ouais. fin de journée. Donc ça, on l'a plus. Mais après, on a d'autres choses. Donc les sessions de pair programming sont beaucoup plus efficaces que quand on est l'un à côté de l'autre sur son écran en physique finalement, parce que voilà, on a chacun son écran, c'est partagé, etc. Et puis on trouve les bons outils pour arriver à rendre tout ça fluide. Donc non, ça marche plutôt pas mal. Voilà, c'est différent, mais si on s'en donne la peine, on y arrive. On y arrive. Ok. Bon, bah écoute, on arrive peut-être tout doucement sur la fin du podcast. Je vais avoir quelques dernières questions à te poser. Yes. Est-ce que tu as un proverbe, une maxime qui t'accompagne? Alors, je sais pas si ça marche ou pas, mais on va voir. Souvent, je dis à mes équipes, quand il y a quelque chose qui est compliqué à faire, je leur dis qu'on est bien allé sur la Lune. Si on a réussi à aller sur la Lune, on devrait y arriver, en fait. Parce que finalement, il y a des gens qui ont réussi à envoyer des astronautes se poser sur la Lune avec finalement des ordinateurs, mais extrêmement basiques. Et finalement, les choses, quand elles paraissent compliquées, si on les décompose bien, etc., elles sont pas si compliquées que ça. Donc voilà, pour montrer que on fait certes des choses compliquées, mais il y a des gens qui ont fait des choses vachement plus compliquées que nous. Donc de toute façon, on peut y arriver. Ça va bien se passer, quoi. C'est ça. Est-ce que tu as un surnom? Ouais, j'ai un surnom, ouais. Ou deux, hein? Ah non, j'en ai un. Qu'on m'a donné quand j'étais au collège, je crois. Collège. Je traînais déjà dans les BBS à l'époque. Et à l'époque, c'était la mode du verlan, donc on testait tout un peu en verlan. Et du coup, c'est très simple, c'est mon nom de famille en verlan, et ça s'appelle Nirko. Voilà. Nirko. Voilà. Et Ok. donc sur Discord, un peu partout sur Internet, quand il y a besoin d'un pseudo, c'est ça. Ok. Et c'est le surnom au bureau, partout, quoi, ou c'est entre copains? Ah sur le Discord au bureau, C'est ça. chacun est avec son pseudo, et mon pseudo c'est Nirko. Donc non, dans le temps, tous mes copains m'appelaient comme ça. Là, avec le temps, les choses ont un peu changé, mais non, parce que justement, cette culture de jeux vidéo, de LAN, etc., où tout le monde avait son surnom, donc il en fallait un de façon obligatoire, donc ça tournait comme ça. Mes copains de l'époque m'appellent toujours comme ça. Et puis dans le bureau, il y en a certains qui m'appellent comme ça. Ok. Est-ce que tu donnerais un titre à cet épisode? Un titre. Je sais pas, ce qui m'a marqué un peu, c'est ce côté
finalement passage depuis du développement web à donc le développement blockchain, mais qui est revenu quelque part du développement de l'époque pré-internet. Alors je sais pas comment on pourrait tourner ça, mais je sais pas, t'as pas une idée? Non, ce côté, on est redevenu avec du développement hyper rigoureux. Tu voudrais dire une association entre le Web 3.0 et le logiciel 1.0 ou quelque chose. Ouais, ou je sais pas, peut-être du garage à la rigueur. Ou... Ouais, je sais pas, on va trouver. On va trouver, ok. Je te propose un truc Ça marche. dans les jours qui viennent. Et si tu as une idée, je prendrai également. Je vais creuser. Est-ce qu'il y a une question que je t'aurais pas posée que tu aimerais que je te pose? Alors, je sais pas si c'est une question, mais c'est peut-être une thématique. On a beaucoup, en ce moment, je pense qu'il y a l'IA, on en entend parler dans tous les sens. Et moi, je me suis un peu amusé sur mon temps libre à voir ce que ça pouvait donner, donc les fameux ChatGPT, les LLM et tout ça. Et alors, bon, on est loin de dire qu'on a fabriqué une intelligence artificielle qui allait sauver le monde ou qui allait tous nous détruire, hein, donc c'est pas du tout ça. Mais moi, je trouvais que ça apportait quelque chose de très très intéressant. Donc, il y a eu, je dirais, la mouvance no code et maintenant IA. Et j'invite tout le monde, en tout cas ceux qui ont envie de démarrer des projets et qui sont parfois limités par la technique, de poser leurs questions à ChatGPT, notamment le 4. Parce que c'est... Enfin, vous verrez, vous êtes quand même capable de construire... Enfin, il est capable de vous aider à construire des choses assez incroyables. Donc j'ai fait quelques essais pour voir. Et on peut quand même aller très 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 loin, sans compétences techniques, et construire des vraies applications, des vraies plateformes, grâce à notre ami ChatGPT. Et donc je trouve que ça ouvre un domaine des possibles assez incroyable, parce que les barrières à l'entrée, elles ont... Diminuer fortement. Ouais, depuis 20 ans, tout est devenu extrêmement plus accessible. Mais là, encore plus, quoi. Au point que je m'interroge presque sur l'avenir des développeurs, ou en tout cas, j'ai peur qu'il y ait moins de recrutement de développeurs juniors, parce que ça puisse être compensé par ce genre d'IA. Et en même temps, s'il n'y a plus de développeurs juniors, il n'y aura plus de développeurs seniors. Donc c'est embêtant. Mais voilà, ce que je veux dire, c'est que ceux qui sont en train d'entreprendre ou de faire des projets, Ils peuvent poker au ouais, moins. essayer de faire des choses. Ouais, j'ai même au-delà de poker, c'est-à-dire qu'on peut aller au MVP, aux mêmes premières versions, avec ce genre d'outils. Et ça fait des choses incroyables. Enfin, je pensais pas qu'on allait voir ça. Je pense que ça arrivait plus tôt que prévu. Et toujours Et toi, hyper merveillé. Toi qui a une activité, une boîte web agency, l'activité des web agencies, justement, en danger à cause de ces technos-là? Ou ils l'utiliseront comme outil pour... Non, je pense que ça dépend ce qu'on entend par travail de web agency. Parce que je pense que le travail de web agency a déjà évolué de façon incroyable entre il y a 20 ans et aujourd'hui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, une web agency, je pense que c'est une société qui sait très bien utiliser des outils no-code pour produire des sites internet, alors qu'il y a 20 ans, il fallait tout coder les faire, ouais. à la main. Donc non, je dirais plutôt que elles vont utiliser les outils qui existent aujourd'hui et s'y adapter pour pouvoir l'utiliser de la meilleure manière. Mais comme des développeurs, enfin, je pense qu'il serait bête de ne pas utiliser les outils d'aujourd'hui pour faire de l'assistance au développement. C'est-à-dire que mes développeurs utilisent aujourd'hui ces outils, enfin ChatGPT, Copilot, tout ce genre de choses pour les aider au quotidien, parce que ça fait une aide supplémentaire, un regard extérieur. Alors il faut le prendre avec ce que c'est, c'est-à-dire que ça fait pas toujours des choses parfaites, c'est des choses qu'il faut être capable de prendre avec du recul pour voir ça, mais ça permet d'accélérer, de gagner du temps à des endroits qui sont fastidieux à coder. Donc pour les web agencies, je dirais non, ça peut. Pas forcément de changement, quoi. Je pense que le travail du web agency, c'est d'abord de prendre un besoin client, de le triturer, et puis de savoir comment arriver à le ressortir pour que ça fasse qu'un client soit satisfait, en fait. Et après, au milieu, il y a différents outils qui sont utilisés. Avant, il y avait du Photoshop, il y avait du Dreamweaver, il y avait du Notepad, il y avait tout ça. Au fur et à mesure, les outils ont évolué. C'est un nouvel outil dans la panoplie et qui permet de produire des nouvelles choses, mais il n'y a pas de raison que ça change. Enfin, aujourd'hui, il y a 20 ans, on pouvait utiliser Dreamweaver pour fabriquer son site internet, mais il y avait quand même des web agencies, et puis aujourd'hui, il y a des choses comme Wix ou je sais pas quelle autre plateforme qui permettent de fabriquer des sites internet. Et pourtant, il y a toujours des professionnels qui sont là pour le faire,
tout simplement parce qu'il y a une question de temps, de compétences pour pouvoir réaliser tout ça. Et comme tu pourrais fabriquer ta maison tout seul, et puis tu peux passer par un architecte et puis des maçons pour le faire. C'est juste que je pense que le métier a évolué Et va et continuer. va continuer d'évoluer. Et, T'as le temps d'une dernière question? bien sûr. Est-ce que t'as le temps d'une bière après l'épisode? Ouais, rapide. Et c'est parti. Ça marche. Merci beaucoup. Merci à toi. L'épisode est terminé, j'espère qu'il vous a plu, et si c'est le cas, c'est le moment de prendre 2 ou 3 secondes de plus pour 2 ou 3 clics. Un petit clic pour un pouce bleu, ou un petit clic pour un partage aux copains, ou un petit clic pour vous abonner et ne pas rater le prochain épisode. À très bientôt.